Est-ce à dire que si on n'est pas en bonne santé, on doit forcément être malheureux? Peut-être. Ou si on n'a pas d'argent, bon, c'est clair que la question, on a tendance à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, ça c'est écrit. Certains rajoutent l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. De ceux qui en ont, ça fait le bonheur. Donc ça, c'est un débat, je pense, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne sera jamais d'accord. Certaines personnes estiment que l'argent fait le bonheur, d'autres pas. Non, pas du tout. Alors, ce que je voulais dire, toujours dans la continuité des autres, je lisais quelque part et j'ai noté aussi, le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais de savoir apprécier ce que l'on a. Et c'est ça la vraie problématique. Est-ce que c'est la capacité à apprécier ce qu'on a? Et c'est ça qu'on a du mal en fait, à faire, qui fait que généralement, on a l'impression de ne jamais être heureux. J'ai eu le privilège dans mon exercice professionnel, bien sûr, des gens qui viennent et vous disent, je ne sais pas ce qu'on appelle le bonheur. Je n'ai jamais été heureux dans ma vie. Mais quand vous essayez de faire le parcours de leur vie, vous vous rendez compte simplement que à un moment donné, il y a eu des choses que ces personnes ont eues, mais qu'ils ont eu du mal à apprécier ou qu'on n'a pas pu apprécier. très bien. On y revient tout de suite, docteur. Monsieur Talami est en ligne, il nous appelle du Togo. Allô? Oui, alors. Bonjour, monsieur Talami. Oui. Merci d'être en notre compagnie sur RTI2. On vous écoute, on parle du bonheur aujourd'hui. Allô? 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 Bon. Allô? Oui, monsieur Talami, est-ce que votre poste téléviseur est allumé? Allô? Docteur. Oui, donc comme je le dis, à partir du moment où nous nous trouvons dans une situation qui fait qu'on n'arrive pas à apprécier ce qu'on a, alors on devient envieux. Je prends l'exemple, vous savez, chez nous ici, dès que vous achetez une nouvelle voiture, ou bien vous avez une nouvelle maison, chacun va venir vous féliciter. Ah, ta voiture est jolie. Mais à l'instant T, je vois une autre voiture qui passe. Ah, si ma voiture avait été comme celle qui passe. Et j'oublie finalement d'apprécier ce que j'ai à l'instant T et qui me permet de vivre, qui me permet de me déplacer. Donc, c'est un élément fondamental que d'apprécier. Et M. Gakou a parlé d'une autre notion qui est fondamentale. La théorie ou bien le thème de contentement. Le contentement, c'est dangereux à un moment donné parce qu'on ne fait plus d'efforts. Moi, j'ai ma moto, c'est bon, je n'ai pas besoin de voiture, ça suffit. Mais si ça le rend heureux, ben, tant mieux. Mais il y en a qui disent, écoute, moi j'ai une voiture que ça fait 10 ans d'ancienneté, c'est vrai, je suis content, mais je veux me battre pour avoir une voiture peut-être de moins de 2 ans d'ancienneté. Voilà, ça en ce moment-là, c'est ce qu'il a parlé, d'être content et de chercher à améliorer, j'allais dire, ses conditions de vie. Très bien. Madame Adjara nous appelle du Bénin. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Madame Adjara. Oui. On parle du bonheur aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Oui. Allô? Très bien. Miss comment? Du fait des différentes interventions et même des téléspectateurs qui ont appelé, je pense que l'élément le plus important au niveau du bonheur, c'est l'état d'esprit, comme l'un des téléspectateurs a appelé tout à l'heure, de la personne qui est mise en situation, donc vous et moi. On ne sera heureux que lorsque soi-même on sera heureux en fait, pour ne pas aller dans des conditions de circonstances. Que lorsqu'on sera heureux. Lorsqu'on sera heureux, oui. Parce que l'idée, c'est que je suis heureuse. Donc, je suis heureuse toute seule. Je n'ai pas besoin d'être dans une maison pour être heureuse. Je n'ai pas besoin d'avoir un travail pour être heureuse parce que je suis heureuse. Et ensuite, quand certains événements de la vie arrivent, donc quand je vais déposer mon CV, que j'ai du boulot, et que j'ai un travail et qu'on m'appelle pour me dire ça me remplit de joie. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai voulu qu'on fasse quand même un petit distinguo entre des différents thèmes de joie, de paix, voilà. Pour moi, de plaisir et tout ça, pour moi, c'est toutes des notions qui rentrent en ligne de compte dans le bonheur. Voilà, pour moi, c'est vraiment comme ça que moi je le perçois. Parce que toutes ces émotions, ces sentiments-là, c'est des choses qui sont la plupart du temps temporelles. Le jour de son anniversaire, on est très content, mais le lendemain, on a J+2. Pourquoi on n'est pas aussi content que le jour de l'anniversaire? Parce que on nous appelle. Surtout, on en a reçu un gâteau et tout ça. Normalement, les 365 jours de l'année, parce qu'ils sont à nous, c'est nos jours, on devrait être heureux.
de même que ce jour d'anniversaire-là. Et pourtant, le jour de notre anniversaire, on est rempli de quelque chose qui change le lendemain. Comme s'il y avait quelque chose qui avait changé. Mais non, le lendemain, c'est une autre opportunité encore qu'on a d'aller de l'avant. Donc pour moi, comme le téléspectateur a appelé tout à l'heure pour parler d'état d'esprit, je voulais vraiment qu'on revienne dessus. Je me lève le matin, M. Kako l'a dit déjà 2 ou 3 fois, je suis contente parce que j'ai pu me réveiller. Et là, c'est très important de pouvoir comparer quand même parce que je rentre dans une comparaison avec ceux qui sont décédés la veille. Et je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, j'ai pu me réveiller. Tout à fait. Et pour parler de l'anniversaire dont vous venez de parler, alors le jour de son anniversaire, on est content, on remercie Dieu de nous avoir donné une année de plus et tout. Mais le lendemain, on oublie de lui dire Tout merci retombe. pour le jour de plus qu'il a donné. Voilà. Comme Tout si retombe, c'est exactement. fini, l'euphorie. L'euphorie est passée. Comme si, voilà, c'était juste ce jour-là, mon anniversaire le 10 mars, donc comme c'était juste le 10 mars qui était le jour le plus important. Mais non, le 11 aussi, il est. Et le 11 mars aussi, et tous les jours qui vont suivre, ce sera des opportunités que Dieu nous donne, ce sera des opportunités que la vie nous donne pour être heureux. Donc, tous ces jours-là doivent être pris dans ce sens-là. Bien sûr, la vie n'est pas une ligne droite comme ça, un long fleuve tranquille. Bien sûr, on va rencontrer des circonstances. Mais pour des personnes, j'ai eu le témoignage cette semaine de quelqu'un qui s'est fait vider de sa maison, de la maison de ses parents, mais qui 3 mois après a eu l'opportunité d'avoir sa propre maison. Voilà, est-ce qu'on va être dans cette dimension de non-gratitude ou de jugement de certaines circonstances, comme si ces circonstances-là étaient mauvaises? Et ils se rendent compte après, au bout de 2, 3 mois, 6 mois, que ces circonstances-là ont contribué en fin de compte à nous rendre heureux. C'est bien ce que vous dites, et je suis parfaitement d'accord avec vous, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours aussi évident. Et surtout dans le feu de l'action. Exactement, pour prendre l'exemple que vous venez de donner, quelqu'un qui se fait vider de chez ses parents, qui ne sait où aller, c'est compliqué de lui demander d'être heureux sur le moment. Oui, là où tu es complètement désemparé, tu n'as personne, tu as l'impression en tout cas de n'avoir personne pour te venir en aide, c'est difficile de dire à cette personne-là, mais décide d'être heureux, le bonheur est en toi, choisis d'être heureux. 2 mois après, quand la personne arrive à se reloger, elle comprend peut-être, mais sur le moment, il y a des circonstances, il y a des velléités de la vie qui font que malgré l'état d'esprit de champion, de gagnant, de vainqueur qu'on peut avoir, forcément, on alterne des moments de bonheur et de malheur. C'est pour ça que je voulais dire, je dis toujours que la vie, il faut être réaliste. Quand on est réaliste, parce que c'est de grandes théories. C'est comme quelqu'un qui n'a pas mangé, vous lui demandez d'être content alors qu'il a faim, c'est vraiment difficile. Mais ce témoignage que vous donnez, ça se rencontre dans nous tous, notre vie. Souvent, on prend l'exemple d'un cas que je vais emprunter, un véhicule du moins, et puis je rate, mon ticket ne passe pas. Après, on dit le véhicule a fait un accident. Et puis après, on vient dire, oh Dieu m'aime, oh, je suis vraiment heureux parce que c'est Dieu qui a fait que je n'ai pas pris le cas. Vous voyez. Mais à l'instant T où on était prêt à maudire même nos aïeux. La situation est difficile pour nous, il faut être sincère. C'est pour ça que je pense que l'entourage, les relations interpersonnelles, c'est fondamental. Parce qu'il faut d'autres personnes pour nous encourager, pour dire, c'est vrai, tu n'as pas ça aujourd'hui, mais demain pourrait être meilleur pour toi. Je pense que quelque chose de très important, c'est que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si vous avez un stock de joie de vivre qui est presque épuisé et nul, quand un événement va donc se produire, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que vous allez être plus accablé que quelqu'un d'autre qui a un stock de joie de vivre et pour qui ce n'est pas cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a des gens qui sont fragilisés déjà par la façon dont ils apprécient les différentes situations qui leur arrivent dans leur vie et dans leur carrière. Si quelqu'un a choisi entre-temps d'avoir la joie de vivre, c'est différent. Docteur a dit que quand on est enfant, on ne peut pas être heureux. Je suis d'accord avec lui. Mais il y a des jours où vous faites le jeûne. Il y a des gens qui jeûnent. Le matin, bon, ça va. À midi, c'est chaud. À 14h, si c'est vraiment chaud. À 15h, c'est bouillant. Mais progressivement, vers 17h, on ne commence pas à avoir une sorte de joie d'être en train de réussir. Pourquoi? Parce qu'on ne commence pas à apprécier le fait qu'on a pu tenir. J'apprécie le fait que j'ai pu tenir le jeûne jusqu'à 17h. Je m'en vais à 18h. Même à 18h, même à 19h, on oublie que c'est l'heure de couper. On a envie de s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet instant, je ne commence pas à apprécier le bonheur lié au fait que j'ai réussi à jeûner. Donc, on peut bien avoir faim, mais ça dépend de comment on souffre ça. C'est pas la même chose, hein, docteur. Là, jeûner, c'est une fin volontaire. C'est volontaire. On parle de ceux, par exemple, qui n'ont rien à manger. Qui se lèvent le matin, ils n'ont rien à manger. Là, quand on jeûne, on sait qu'à 18h, on a la possibilité de rompre son jeûne, de prendre notre fruit, de manger. Il y a la nourriture qui nous attend. Mais il y a des personnes, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des problèmes.
C'est pour ça que Tout le la monde notion, a mais oui, quotidien. la notion de bonheur est tellement relative parce qu'il y a des gens qui ont véritablement des problèmes, qui n'ont nulle part où aller, qui dorment sous les ponts, qui n'ont rien à manger, qui ont des enfants qui sont malades. Dans ces Et on lui conditions-là, on se donne une demande... ordonnance, il doit honorer. Exactement. Il ne peut pas. Alors, on lui dit, bon, trouve les ressources en toi pour être heureux. Déjà, toi, tu en vis. C'est un peu compliqué, ça a l'air très théorique. Absolument. Mais on dit en général que ventre affamé n'a point d'oreille. Et il se trouve qu'il est 14 heures, quelqu'un n'a pas mangé depuis le matin. Et la personne dit, ben, tu peux me commander parce que tu vas me demander de faire un travail alors que j'ai faim. Mais il arrive pour des hommes d'affaires, il arrive pour des gens passionnés, des artistes, des gens qui font des dessins, des gens qui travaillent dans le laboratoire, qui oublient d'aller manger. Et pour eux, ventre affamé n'a point d'oreille. Encore une fois, si je considère le fait que je n'ai pas à manger comme une condamnation, comme une souffrance, la façon dont je vais vivre le malheur, entre guillemets, cette misère, est différente de quelqu'un qui a même oublié d'aller manger parce que le travail que cette personne fait est une passion. Il y a des gens qui considèrent leur travail comme une condamnation, ils considèrent comme une souffrance, ils considèrent comme s'ils sont en train de se tuer pour quelqu'un. Alors qu'en réalité, mon travail est l'opportunité qui m'est donnée d'exprimer qui je suis, d'exprimer mes talents, de montrer que j'ai de la différence, de pouvoir produire de la valeur, de changer la vie des gens, de montrer que je suis quelqu'un. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que je l'apprécie. Si je l'apprécie comme une condamnation, je vais être malheureux. Encore une fois, j'insiste, le bonheur est un choix. Je donne un exemple très simple. Vous savez, c'est Confucius qui dit, lorsque vous êtes accroché à ce qui s'est passé avant, de bien ou de mal, vous devenez dépressif. Lorsque vous anticipez trop tôt sur ce qui va se passer demain, vous devenez anxieux. Mais quand vous savez apprécier le moment présent, vous avez la paix. Et cette paix est possible et est offerte à tout le monde. Il y a des gens qui choisissent de ne pas l'apprécier. Je dis encore une fois, si je peux vivre le moment présent, je trouve un élément actuellement pour pouvoir apprécier du bonheur, je vais y arriver. J'ai écrit un livre, N'attendez pas pour être heureux, et là-dedans, je raconte l'histoire d'un paroissien qui allait voir son pasteur. Il dit à son pasteur, je ne vais pas bien, je souffre mon pasteur, la vie est trop dure. Le pasteur a dit, ok, très bien, j'ai l'impression qu'on a un problème de liste. Quelle est la liste que tu as faite? Il a dit, ok, on va y aller. Si tant que ta vie est désastreuse, que tu es malheureux, allons-y voir. Oh là là, mon cher fidèle, j'ai appris qu'avec la crise économique, tout ce qui se passe, tu as perdu ton emploi. C'est vraiment dommage que tout le monde perde son emploi parce que ça ne va pas. La dépression, l'économie va mal et le gouvernement ne fait rien. Il dit, mais pasteur, de quoi parlez-vous? Moi, j'ai mon emploi. Oh, j'ai dit, d'accord, on va mettre ça sur la liste des bonnes choses dans ta vie. Ensuite, le pasteur dit, oh, mais tiens, oh, dis-moi, chef fidèle, qu'est-ce qui se passe? Ton épouse, j'ai vu, elle était souffrante ici, nous avons prié, on a tout fait, on l'a amenée à l'hôpital, on l'a changé de clinique, malgré tout ce que tu as dépensé. Je suis triste de voir qu'elle a perdu sa vie. Le paroissien qui lui dit, non, mais qu'est-ce que je vous dis, pasteur, mon épouse est en bonne santé. Alors, le pasteur lui dit, on va mettre ça sur la liste des bonnes choses dans ta vie. Tu apprécies ces deux choses? Il dit, oui, bien, tiens, je rends grâce pour ça. Très bien. Le pasteur a commencé par continuer, et quand le paroissien dit, non, laisse-moi terminer la liste moi-même. Encore une fois, le bonheur est un choix. Ça dépend de quelle liste vous choisissez de faire. Moi, j'ai choisi de faire la liste de « Waouh, je respire ». Il y en a qui n'arrivent pas à respirer. Il y en a qui ont la respiration assistée. J'ai le bonheur d'être en train de parler parce qu'il y en a qui ne peuvent plus. Il y a des gens qui veulent bien dire bonjour et n'y arrivent pas. Ils veulent dire merci Seigneur et sont obligés de le dire à l'intérieur d'eux-mêmes. Et parfois, ils sont contents de pouvoir le dire. C'est un choix. J'ai choisi d'apprécier. Et quand je refuse d'apprécier, je peux être triste. Comme on le dit, si vous tentez d'être triste, vous trouverez le ciel très gris. Et quand il est gris, vous avez l'impression que tout va mal. Et quand tout va mal, vous êtes mort. Je voudrais quand même revenir sur le problème de la nourriture. C'est quand même le besoin de base selon Maslow, dans l'échelle de Maslow. Vous dites un directeur général qui est emballé dans son travail et qui oublie de manger. Il a à manger, mais volontairement, le travail fait qu'il ne mange pas. C'est comme moi, par exemple, parfois quand je sors de chez moi, je ne mange que les soirs, mais je sais que j'ai à manger à la maison. C'est différent, encore une fois de plus, il faut être très réaliste, de celui qui, lui, n'est pas emballé par son travail, mais qui veut manger. Pas de travail pour commencer. Il veut manger. Donc, je voudrais qu'on fasse très attention en relativisant. Celui qui est directeur, il a de quoi manger. Mais son travail lui prend le temps, il oublie de manger. Mais l'autre, lui, il veut manger et il ne trouve pas à manger. Monsieur Cogna. On revient. On revient tout de suite. Monsieur Coblan, pardon, nous appelle d'Abobo. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Coblan. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Ok. Bon, je remercie le plateau et je vous remercie. Oui. Allô? Oui, on vous entend. Voilà. Pour moi, je crois que le bonheur, si
on pense qu'on se trouve dans le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut maintenir. Parce que c'est un état qui influence un peu notre comportement. Okay. Si je le dis, parce que dans l'existence de notre vie, il y a des choses qu'on contrôle et il y a d'autres qu'on ne peut pas contrôler. Parce que le bonheur, ce n'est pas comme une bulle dans laquelle si on doit atteindre, on reste dedans et puis cela perdure. Je ne crois pas. Donc c'est aussi dans les choses physiques, mais aussi dans les choses spirituelles. Donc il faut toujours améliorer cela. C'est un perpétuel combat tous les jours pour maintenir cet état-là. Parce que demain on peut être satisfait, demain on peut être insatisfait. Donc ça évolue comme ça avant de dire, c'est pour ça que je dis, c'est pas comme une bulle. Donc ça, cela demande une force mentale et un effort sur soi pour maintenir autour de soi et en soi. Donc c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup, M. Coblan, pour cette contribution. Merci beaucoup. Donc je voudrais surtout que dans nos développements, nous restons toujours très réalistes et très relatifs. Parce que, ouais, je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un ami qui se trouve dans la douleur parce qu'il a perdu son père, en tout cas un parent, vous partez, vous lui dites du courage, ça va aller. Et puis il vous répond, c'est trop facile de dire. Mais il n'y a pas meilleure aussi manière de dire. Mais lorsque le même malheur vous frappe, si vous avez eu la chance de perdre votre parent un peu plus tard, Le malheur, le même malheur, oui. il avait dit la chance de perdre. Je n'ai pas compris. La chance. Non, je veux dire, quand j'ai dit chance, il faut relativiser. L'autre, on est tous appelés à mourir, ça aussi c'est le sujet. Bon, donc si tu as eu le malheur de perdre ton parent un peu plus tard, ça c'est, je dirais c'est une chance, je vais quand même insister sur mon mot. Parce que si je perds mon père à 70 ans, 80 ans, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a perdu son père à 40, 45 ans. Ou à 14 ans. À 14 ans, c'est pas la même chose. C'est pas tout la même chose. Laissez Les les deux morts sont morts. sont Et nous tous nous mourrons d'ailleurs. C'est pas la même chose. Mais nous qui étions très dynamiques, avec tous les mots nécessaires pour dire à l'autre, Yako, c'est Dieu qui a fait comme ça. Nous pleurons parfois 2 fois plus, ou on se plaint 2 fois plus que l'autre. C'est pour ça que je lisais quelque part où il dit, en réalité, le vrai bonheur n'existe que quand il est partagé. Ça veut dire quand je me trouve dans une situation où j'ai la joie, puisque c'est la composante, ce sont les composantes de la joie, du bonheur. Quand je me sens dans la joie, dans la gaieté, j'ai de l'abondance, je dois partager. Et cela est très important. Très bien, on reviendra à cette notion de partage et d'être heureux avec les autres. Après ce coup de fil de l'imam Diallo qui nous appelle de Yopougon. Allô? 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 Oui, bonjour imam. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bonjour, imam. D'abord, pour le bonheur d'abord. Allô? On vous entend difficilement. Le bonheur d'abord. On espère que vous allez rappeler. Le meilleur moyen de répandre le bonheur est de le partager avec une autre personne. Selon cet auteur, si vous avez le bonheur que vous ne partagez pas, ce n'est plus un bonheur. Alors, comme disait, vous me direz qu'il a dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est de... Je ne sais plus trop, on a entendu mais on a oublié l'auteur, oui. On retrouvera d'ici. Folro, c'est bien ça. Raoul Folro. Ok. Merci, monsieur Yao. Chef de plateau. Alors justement, est-ce que cette notion de bonheur-là peut être possible sans le bonheur de ceux qui sont autour de nous? Est-ce qu'on peut être heureux tout seul dans un océan ou dans justement un océan de malheur autour de nous? Est-ce que si autour de nous personne ne travaille, personne n'est heureux, personne n'a à manger et que nous on estime être heureux hein, parce qu'on a des moyens, on a tout ce qu'on veut, est-ce qu'on peut être heureux parmi des gens qui ne le sont pas? Alors, c'est simple. Je ne peux pas porter la misère du monde. Je ne peux pas porter la misère du monde. Si je cherche à porter la misère du monde, je vais être triste et malheureux. Très malheureux. Je vais faire le point de combien de personnes sont mortes de faim hier, combien de personnes sont décédées de VIH-Sida aujourd'hui, combien de personnes ont été tuées au Kenya avant-hier, combien de personnes ont perdu leur vie parce que quelqu'un est entré dans un tribunal et a tiré sur tout le monde. Je vais être triste. Je ne peux pas passer à contempler et à partager la misère du monde.
Par contre, je peux dire, ok, je choisis d'être heureux. Encore une fois, j'insiste sur le fait que le bonheur, c'est un choix. Pourquoi? Parce que ce qui m'arrive n'est pas plus important que la façon dont je décide de vivre cela. Et c'est la façon dont nous choisissons de vivre les choses qui définit notre capacité à être heureux ou non. On y revient. Monsieur Arsène nous appelle d'Abobo. Allô? Il est parti. Ah. Il y a des gens, par exemple, on parlait de perdre son père ou un parent. Il y a des gens qui n'ont réussi à s'assumer véritablement qu'à partir du moment où ils ont perdu un parent, où ils ont été libérés de l'autorité, je dirais même du joug parental. Et quand vous êtes libéré ainsi, vous dites, ah, enfin je vais pouvoir être moi. Et quand il n'y a rien de plus beau que le fait de pouvoir enfin être soi. Et quand vous le dites comme ça, vous me faites un peu peur, hein, monsieur Kakpo. Quand vous dites enfin je vais pouvoir être moi, c'est comme si on attendait le décès de ce proche-là pour être soi. Mais encore une fois, c'est-à-dire que j'ai un ami à moi que son père a obligé à être médecin. Il a fait 3 ans de médecine, il a dit j'en peux plus. Mais son père était étudiant et son père est décédé l'année qui a suivi. Il a s'inscrit en première année d'informatique, il est devenu ingénieur informaticien et il travaille au Canada aujourd'hui. Alors, il fait enfin ce qu'il aime faire. Il n'y a rien de plus beau que de faire enfin ce qu'on aime faire. Et parfois, Mais est-ce que justement le bonheur, hein, vous l'avez dit, c'est un choix. Être heureux, ça se décide. Est-ce que le mieux n'aurait pas été de dire au père, moi, mon choix, c'est de faire l'informatique et non pas la médecine? Et pas attendre le décès de ce père-là pour se tourner vers une autre vocation. Dire au père, moi je décide que ce qui me rend heureux, c'est l'informatique. Je ne ferai pas la médecine pour te faire plaisir. Imaginez l'instant, il vous dit, tu fais ce que tu fais. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que... On y revient tout de suite. Oui. Lydie est en ligne, elle nous appelle de Yopougon. Allô? 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 Oui, bonjour Lydie. Allô, bonjour. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Je vais participer à l'émission, s'il vous plaît. Oui, vous êtes la bienvenue. On parle du bonheur aujourd'hui. Encore une fois, c'est cette capacité à choisir, d'apprécier ce qui m'arrive, l'opportunité que j'ai de me libérer ou d'être ou de rester coincé. Il y a des gens qui sont coincés. Il y en a qui ont bien la vie. Si votre papa vous dit, ok, tu veux partir, pars. Mais désormais, tu t'assumes toi-même. Il y en a qui disent, ok, je vais m'assumer. Et c'est à partir de cet instant qu'ils sont libérés. Encore une fois, c'est comment nous vivons ce qui nous arrive. Comment nous apprécions ce qui nous arrive. Il y en a qui apprécient ça comme la fin des choses. Il y en a qui apprécient ça comme le début de la libération. Il y en a qui considèrent que c'est de la catastrophe. Il y en a qui considèrent comme une opportunité. Il y a des choses qui constituent pour nous une opportunité que nous prenons comme la fin des choses. C'est de l'interprétation. Comment est-ce que j'interprète ce qui arrive? Si je l'interprète comme une catastrophe, quelque chose de définitif, il n'y a plus rien qui puisse être fait, c'est fini. Je considère que ma mère n'est plus de ce monde, c'est fini, je n'aurai plus de l'affection. Et pourtant, si je suis marié et que ma mère n'est plus de ce monde et que je pense que c'est la fin de mes affections, c'est le moment de me tourner vers mon conjoint ou vers ma conjointe. Il y a des gens qui, à cause de leur mère, n'arrivent pas à vivre le bonheur conjugal. Ils continuent de vivre le bonheur maternel, mais ils ne vivent pas le bonheur conjugal. Et si la mère n'est pas là, c'est l'opportunité de se tourner vers la conjointe ou vers le conjoint. Encore une fois, on peut interpréter, utiliser à profit tout ce qui nous arrive. Et c'est là que j'insiste, le bonheur, c'est le choix. Je choisis d'interpréter et d'utiliser à profit tout ce qui m'arrive. Et je choisis d'être heureux avec, en attendant d'avoir mieux. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis pleinement d'accord avec ça. La vie, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas un long fleuve tranquille. À l'intérieur, il y a plusieurs choses. Il y a les anniversaires, on était tout content qu'on en a parlé tout à l'heure. Il y a ces petits moments-là donc de partage avec les téléspectateurs et tout. Mais derrière, on sait tous plus ou moins ce qu'on a déjà vécu. On sait pour les jeunes dames, pour les hommes, les moments de déception qu'on a vécu. On sait très bien les échecs qu'on a vécu. Mais tout cela devrait contribuer à nous donner, comme on l'a dit tout à l'heure, à nous faire avancer dans notre vie et aussi à faire sortir des leçons. Je pense qu'arriver à un moment, faire sortir des leçons de chacune des choses qu'on fait est très important. Monsieur Kakpo a parlé tout à l'heure des opportunités, de l'interprétation qu'on donne à certains événements. Dr Bo a bien dit, on va tous mourir. Donc, quelque part, la mort, on l'attend plus ou moins. C'est quelque chose qu'on ressent. On sait que nos parents ne vont pas toujours vivre, même si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par chance, on espère qu'ils vont aller très tard. Mais est-ce que ma vie va s'arrêter alors que mon père et ma mère ont investi en moi? Ils ont investi de l'émotionnel, ils ont investi de leur présence, ils ont investi beaucoup d'espoir, ils ont investi de l'espérance dans leur fille. Ils espèrent que je vais achever ce qu'ils ont déjà commencé. Est-ce que, oui, on va dire à personne que tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit... Il y a des coups de barre. Dans cette vie que nous vivons, il y a des coups de barre.
Tu l'as dit tout à l'heure, au pied du mur, c'est dans le feu de l'action qu'on décide ce qu'on va faire. Une femme qui vient de divorcer, il est tout à fait normal qu'elle déprime pendant 1-2 semaines. Eh ben, non, pas 2 semaines seulement. Hein. Moi, j'ai pris 1-2 semaines. Je lui donne C'est trop petit. Voilà. Et encore, je dis les normales, bon. Mais c'est possible qu'elle vive ce genre de moment-là. C'est tout à fait normal. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'étape qu'on suit pour continuer dans la création de son bonheur qu'on avait initialement commencé? Très bien. Monsieur Tano nous appelle de Cocody. Allô? Madame Allô? Tano, toutes mes confuses. Oui, Madame Tano, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, Madame Tano. On vous écoute, on parle de bonheur aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Je voudrais intervenir sur un point. Oui. Vous avez un de vos invités là, qui parle de ne pas porter la misère du monde. Sinon quoi, on se retrouverait triste. Vivre le bonheur, c'est une bonne chose. Mais aussi, pendant que tu vis ton bonheur, il faut que ce monsieur-là, il sache aussi que ces personnes qui vivent dans des situations difficiles ou de malheur, comme je l'ai dit, lui aussi, peut-être un jour, peut se retrouver à leur place. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas porter le malheur des autres parce qu'on va se sentir triste, ce n'est pas vrai. Tu vis ton bonheur. Mais il faut que ce que les autres vivent là, c'est tout. Parce que tu n'es pas différent des autres. Voilà. Donc c'est sur ça que je voulais rebondir. Très bien. Madame Tano, merci beaucoup. Alors, elle s'adresse directement à M. Kabo. Je pense que Je comprends parfaitement. Je vais vous donner un exemple. Je me rappelle en 2010, je venais de perdre beaucoup d'argent dans des opportunités d'affaires dans mon entreprise. J'en ai tellement perdu et j'étais coincé à la maison. Si on me donne l'opportunité, j'allais peut-être me suicider. Et j'en étais là, j'avais perdu mon amour propre. Je croyais que je ne valais absolument plus rien. Et j'en étais là quand j'ai reçu un coup de fil d'un client à moi qui dit « Herman, j'ai besoin de toi ». J'ai dit « Mais quoi? Quelqu'un a besoin de moi avec tout ce qui m'arrive ?» Ça veut dire qu'en réalité, le fait que les gens aient besoin de moi, le fait que j'ai de la valeur était en cours. C'est moi qui ai choisi de ne pas l'apprécier. Maintenant, encore une fois, chacun d'entre nous vit des choses extraordinaires, des choses difficiles. Il y en a qui vivent des choses et disent je vais mettre fin à ma vie. Je donne un exemple. Regardez, un sénateur français s'est suicidé hier ou avant-hier. Un ancien maire, oui. Un ancien maire, voilà. Donc il s'est suicidé parce que ce qui faisait la valeur même de sa vie est parti. Et il s'est dit, si mon honneur, mon honorabilité, qui a fait que je suis sénateur, qui a fait que je suis ancien maire, tout le respect que les gens avaient autour de moi, tout ceci va tomber, je ne peux pas vivre ça. Ça ne peut pas être, ça va pas se passer de mon vivant. À cause de ça, il a donné fin à sa vie. Pourquoi? Parce qu'il résumait sa vie à ça. Non, alors je pense que ce que Mme Tano voulait dire, c'est que justement, on ne peut pas être heureux et ignorer le malheur des autres. Parce que quand vous dites qu'on ne peut pas porter la misère des autres, c'est clair qu'on ne peut pas la porter, mais il faut s'y intéresser. Et puis, le cas échéant, si on peut aider, le faire. Je pense que c'est dans ce sens-là son intervention. Oui, je voudrais, oui, parce que il faut, je le dis encore une fois de plus, il faut relativiser les choses. On ne peut pas parler de bonheur sans tenir compte de notre contexte africain. Le bonheur tel qu'il serait développé ou perçu en Europe pourrait ne pas être tel que c'est perçu en Afrique. Vous savez, un de nos gros soucis ici, après un décès, vous êtes obligé d'aller au village. Parfois, on n'a pas envie d'y aller. Mais si vous n'y allez pas, ce serait mal vu. Vous pouvez dire, c'est mon choix, c'est vrai. Mais on vit dans une société, c'est en ce sens que je suis d'accord avec la dame qui a appelé. Mais je voudrais aussi ajouter sur le fait que, finalement, être heureux, c'est surtout avoir la capacité de faire ses choix. Ce n'est pas tellement après la mort, parce que devant mon père vivant ou ma mère vivante, je devais pouvoir avoir la capacité de lui dire, comme vous l'avez dit, maman ou papa, voici ce qui est bien pour moi. Et c'est ce qu'on appelle, les psychologues appellent en matière de développement personnel, l'affirmation de soi. Et c'est à ça qu'il faut arriver. C'est ça en réalité qui est notre bonheur. De pouvoir arriver à faire savoir, comprendre à celui qui est en face de nous que voici le choix que je fais. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai choisi de faire la psychiatrie, tous mes amis de promotion de médecine se sont moqués de moi. Parce que vous savez, quand on parle de psychiatrie, on dit c'est pour aller soigner les fous. Mais je suis content d'avoir fait ce choix. Et je me souviens que pratiquement chaque jour, des collègues appellent, on veut t'envoyer malade, on veut t'envoyer malade. Et je suis très content d'être psychiatre, par exemple. Très bien. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On va écouter comme ministre. Concernant ce que Mme Tano a dit, moi, ce que j'ai perçu dans ce que M. Kako a dit, c'était que
même quand les autres sont malheureux, ce qu'ils attendent de nous, à la limite, c'est un soutien. Mais ce soutien-là, il est positif. Donc, quand moi, je suis remplie de bonheur, je suis plus à même de te soutenir, Eva. Ce n'est pas quand je suis malheureuse que je vais venir te soutenir. Donc déjà, il y a un état d'esprit que moi-même, je dois formater en moi pour pouvoir être à même de te soutenir. Quand on dit on ne va pas porter la misère du monde, c'est pour soi, ce n'est pas pour les autres. Donc c'est un regard sur soi, c'est de se dire, moi, je vais aller de l'avant. Et parce que je vais de l'avant et que je suis forte dans la tête, et qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé, mais que je m'estime assez forte, je suis à même d'aller maintenant donner ce que je peux, aller soutenir les autres. En tout cas, être avec eux dans leur moment de malheur. Bien expliqué. Monsieur Capot, vous serez avec nous demain encore. Merci en tout cas pour votre présence. Malheureusement, Dr Brou sera absent demain, mais Monsieur Capot sera là et Miss Conan également. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Merci de prendre votre temps pour nous suivre sur RTI2. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Et comme on le dit, soyez heureux, n'attendez pas pour être heureux. Soyez surtout vous-même, parce que vous le disiez la dernière fois, chacun s'étant déjà choisi, vous n'avez aucune autre possibilité que d'être vous-même. Il n'y a que cette option qui soit encore disponible. À demain, 13h30, pardon.